Bienvenue sur la chaîne, le Café du Crime. Abonnez-vous pour soutenir notre contenu, ou soyez maudits. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une affaire vraiment glaçante. Ça commence par un simple coup de fil dans un McDonald's et ça tourne au cauchemar absolu. Oui, une histoire qui pose de sérieuses questions sur notre rapport à l'autorité et la facilité déconcertante avec laquelle la manipulation peut s'installer. Imaginez la scène. Un appel, un type qui se fait passer pour un policier et qui accuse une jeune employée de vol. Et ce point de départ, ça va déclencher une série d'événements mais complètement inimaginables. Tout ça orchestré à distance. On va essayer de décortiquer ça ensemble, de comprendre comment c'est possible. C'est presque un cas d'école si on veut, mais tragique évidemment, sur la psychologie de la soumission. Comment une voix au téléphone, une autorité juste présumée, peut amener des gens normaux à faire des choses horribles, à ignorer leur propre jugement. C'est vraiment ça la question centrale. Tout à fait. Notre source principale, elle détaille très précisément les faits de ce 9 avril 2004. Notre but, c'est pas juste de comprendre la chaîne des événements, mais surtout les mécanismes psychologiques derrière, et puis les failles du système que ça révèle. Alors, on y va ? Explorons ensemble cette affaire de Mount Washington. Allons-y. Alors, pour commencer, le contexte. On est à Mount Washington, dans le Kentucky. Louise Ogborn, elle a 18 ans, c'est une lycéenne brillante, elle travaille à temps partiel chez McDo pour aider sa mère qui est malade. D'accord. Elle rêve de faire médecine, on la décrit comme quelqu'un de doux, de travailleur. Une jeune femme bien sous tout rapport, quoi. Exactement. Et ce jour-là, elle accepte de faire quelques heures en plus pour dépanner un collègue. Et vers 17h, le téléphone du restaurant sonne. C'est sa manager adjointe, Donna Summers, 51 ans, qui décroche. Et c'est là que le piège se referme. L'homme au bout du fil, il se présente comme détective Scott. Il annonce qu'il y a eu un vol de portefeuille dans le resto. Il désigne Louise comme la suspecte numéro 1. Il donne une description qui colle parfaitement. Et il ajoute qu'il agit sur ordre de ses supérieurs et même de la gérante, qu'il prétend avoir sur une autre ligne. C'est ça. C'est ça, la totale pour mettre la pression. Du coup, Summers, elle va chercher Louise, 18 ans, elle l'amène dans le bureau. Louise est sous le choc, évidemment, elle nie tout. Et là, le faux détective lui impose un choix, mais un choix terrible. Oui, soit elle se fait fouiller tout de suite là par Summers, soit elle est arrêtée, menottée, emmenée au poste pour être fouillée là-bas. Mais pourquoi elle ne demande pas juste à aller au poste ? Ça semblerait plus logique, non ? Pour prouver son innocence devant la vraie police. Justement, elle le demande au début. Mais la pression est énorme. La peur d'être arrêtée, l'insistance de l'autorité au téléphone, sa manager qui est là. Elle finit par craquer, par céder, et elle accepte la fouille sur place. C'est une première concession, mais elle est cruciale. D'accord. Et là, ça commence. Oui, l'escalade. D'abord, vider les poches. Rien. Ensuite, l'ordre de se déshabiller. Complètement. Complètement nue. Juste sur la parole d'un type au téléphone. Sous prétexte qu'elle pourrait cacher l'objet volé. C'est déjà aberrant. C'est aberrant, oui. Et Summers obéit à ça ? Oui, et c'est là qu'on voit la puissance de cette autorité perçue. Summers, elle est sous pression, elle pense vraiment parler à la police, elle croit suivre une procédure, même si ça lui paraît sûrement bizarre, J'imagine. Et le détective en rajoute une couche. Ah, mais en fait, elle est aussi suspectée de trafic de drogue. Ses vêtements sont des preuves, il faut les mettre dans un sac. Et Summers s'exécute encore. Elle s'exécute encore. C'est dingue. À ce moment-là, une autre manager arrive, Kim Dockery. Elle voit Louise, nue, en pleurs. Elle lui donne un tablier pour se couvrir un peu. Oui, elle la console brièvement, mais le restaurant est bondé, elle doit retourner travailler. Et là, le détective demande à Summers de trouver un homme, un employé homme pour surveiller Louise. Un homme ? Pour quoi faire ? On devine les intentions derrière. Summers appelle Jason Bradley, un cuisinier. D'accord. Jason arrive dans le bureau, il est visiblement mal à l'aise. Au téléphone, le détective lui ordonne d'enlever le tablier de Louise et de décrire son corps. Ah non. Et Jason, il fait quoi ? Et là, heureusement, une réaction saine. Jason refuse catégoriquement, il est furieux. Il sort du bureau en claquant la porte, il dit à Summers s'il y a un truc qui tourne pas rond avec cet appel. Ah, enfin. Oui, mais il précise pas exactement la nature de la demande qu'on lui a faite. Et il retourne bosser. C'est un premier signal d'alarme très clair.
Mais Summers, elle est toujours sous l'emprise de l'appellant, elle ne percute pas. C'est sidérant. Même quand un collègue lui dit clairement que ça cloche, elle continue. Qu'est-ce qui se passe alors Le détective ne se démonte pas. Il demande à Summers si elle est un fiancé, quelqu'un de confiance. Elle répond oui. Non. Si. Et il lui dit de l'appeler pour qu'il prenne le relais de la surveillance. Elle appelle donc son fiancé, Walter Nix, Jr., la quarantaine, apparemment quelqu'un de respectable dans la communauté locale. Et Nix arrive, Summers lui explique la situation, lui passe le téléphone. Voilà. Et Nix reste seul avec Louise, qui est toujours terrifiée, nue sous son simple tablier. Ça fait plus d'1 heure que l'appel a commencé, là. Plus d'1 heure. Complètement. Louise est complètement piégée. Complètement. Ses vêtements ont été confisqués, elle est dans son lieu de travail. L'idée de s'enfuir nue est juste. Paralysante. Elle est totalement à la merci de la situation. Et là, l'horreur monte encore d'un cran, c'est ça? De manière dramatique. Oui. Le faux détective ordonne à Nix, ce que Jason allait refuser, retirer le tablier, décrire le corps de Louise. Et Nix, il obéit. Il obéit. Il obéit. Et après ça, les ordres deviennent de plus en plus dégradants, de plus en plus invasifs. C'est-à-dire? Il lui fait faire des sauts sur place, se pencher, soi-disant pour chercher des preuves, des substances cachées. Et puis, les ordres basculent carrément dans l'agression physique et sexuelle. Une fessée. Une fessée. Oui. Et ensuite, la demande d'une fellation. Oh non. C'est insoutenable. Et Louise, elle refuse, j'imagine. Elle refuse, elle pleure, elle supplie, mais Nix la menace de la frapper à nouveau si elle n'obéit pas. Et elle finit par s'exécuter. C'est terrible. Comment on peut expliquer ça, Eve? Qu'un homme comme Nix, décrit comme respectable, puisse en arriver là? Juste sur ordre téléphonique? C'est là qu'on touche peut-être à un autre mécanisme psychologique très fort, la dilution de la responsabilité. Nix dira plus tard, comme Summers d'ailleurs, qu'il ne faisait qu'obéir aux ordres. Je ne faisais qu'obéir. Voilà. L'individu se sent moins responsable de ses actes quand il pense agir sous les ordres d'une autorité légitime ou même au sein d'un groupe. Il se défausse sur le détective. Louise, elle, de son côté, elle décrira plus tard un état de dissociation pour survivre à ça. Un mécanisme de défense. Après cet acte horrible, Nix part. Il a l'air troublé, non? Oui. Apparemment, il appelle un ami juste après en disant un truc du genre « Je crois que j'ai fait quelque chose de vraiment, vraiment terrible ». Mais le calvaire de Louise, lui, n'est pas terminé. Encore. Ça continue. Oui. Le détective demande à Summers de trouver encore un autre homme. Mais c'est pas possible. Elle sollicite Thomas Sims, l'agent d'entretien qui était là par hasard, et le détective lui ordonne la même chose qu'aux autres. Enlève le tablier, décrit là. Et Sims, sa réaction. Et lui, heureusement, comme Jason avant lui, il refuse net, catégoriquement. Il trouve ça aberrant et il le dit clairement à Summers. Et surtout, il a le réflexe décisif. Lequel? Il exige qu'on rende immédiatement ses vêtements à Louise et qu'on appelle la vraie police. Enfin. Via le numéro direct, pas en se fiant à cet appel plus que suspect. Enfin. Et cette fois, ça y est. Ça fait tilt chez Summers. Oui, cette fois, l'indignation de Sims, sa réaction ferme, ça la sort de sa torpeur. Elle appelle enfin la vraie gérante, Lisa Sidentop, qui dormait tranquillement chez elle, au courant de rien, évidemment. Incroyable. Summers réalise l'ampleur de la manipulation. Au même moment, l'appelant raccroche. Il est environ 21h. Le calvaire de Louise a duré presque 4 heures. 4 heures. La police arrive enfin. J'imagine leur réaction en découvrant l'histoire, en voyant les vidéos de surveillance. Comment l'enquête avance pour retrouver cet appelant? Assez vite, en fait. Les enquêteurs comprennent qu'ils ont affaire à un canular en série. Une simple recherche sur Internet leur montre des dizaines d'appels similaires depuis les années 90. Des dizaines. Oui, visons toujours les fast-food avec le même mode opératoire. Faux flics, accusations bidons, ordre de fouilles dégradantes sur de jeunes employés. Beaucoup de ces cas avaient été classés faute de pouvoir tracer l'appelant à l'époque. Mais cette fois, ils y arrivent. Oui, l'appel vient d'une cabine téléphonique à Panama City, en Floride, et il a été passé avec une carte prépayée achetée dans un Walmart du coin. D'accord. Ils croisent leurs infos avec un détective du Massachusetts qui enquêtait sur des cas similaires liés à une autre carte, mais achetée dans un autre Walmart de la même ville, Panama City. Et là, bingo. Ils obtiennent les vidéos de surveillance de l'achat de la carte du 9 avril, celle utilisée pour l'appel de Mount Washington. Et qu'est-ce qu'on voit sur ces vidéos? On voit un homme, 35-40 ans, qui porte un uniforme. La police locale reconnaît l'uniforme. C'est celui des agents pénitentiaires d'une prison de la ville. Agent pénitentiaire. Oui.
Le directeur de la prison identifie formellement l'homme sur la vidéo. C'est David Stewart, 38 ans, marié, 5 enfants, agent pénitentiaire. Son métier expliquerait sa voix autoritaire, sa connaissance du jargon policier. Donc c'est lui. L'affaire est résolue. C'est ce que tout le monde pense, oui. D'autant qu'en perquisitionnant chez Stewart, on trouve une autre carte prépayée, liée cette fois à 9 autres canulars du même type. Il est arrêté, extradé au Kentucky pour être jugé. Parfait. Sauf que, lors de son procès en 2006, il plaide non coupable. Et sa défense martèle un point. Ok, on a trouvé une carte chez lui liée à 9 autres appels, mais il n'y a aucune preuve directe, formelle, qui le lie à cet appel précis, celui de Mount Washington visant Louise. Ah, et le verdict du jury? Acquittement. Faute de preuves jugées suffisantes pour cet appel-là. Et chose assez troublante, il ne semble pas avoir été poursuivi pour les 9 autres cas, pourtant avérés par la carte téléphonique trouvée chez lui. C'est incroyable cet acquittement. Mais un détail quand même. Depuis son arrestation... Oui, et c'est un point très important. Depuis son arrestation, ce type de canular téléphonique a complètement, totalement cessé aux États-Unis. Ce qui laisse quand même songeur. On peut dire ça. Et les autres personnes impliquées dans l'affaire de Louise? Summers? Nix? Eux ont été tenus responsables. Donna Summers, la manager adjointe, a été licenciée par McDonald's et condamnée au pénal à 1 an de probation pour séquestration. Et Walter Nix, le fiancé? Lui, sa défense a tenté de plaider un faible QI, mais ça n'a pas tenu. Il a plaidé coupable et a écopé de 5 ans de prison ferme. Kim Dockery, l'autre manager, a juste été muté. D'accord. Et Louise, au milieu de tout ça, quelle a été la suite pour elle, après ce traumatisme effroyable? Le traumatisme est immense et surtout durable. Elle souffre d'anxiété sévère, de dépression, de crise de panique. Elle a dû abandonner son rêve de devenir médecin. Sa vie sociale, affective, tout est brisé. L'horreur. Elle a décidé de se battre? Oui, elle a décidé de poursuivre McDonald's au civil. Et sur quelle base? Quel était l'argument? L'argument était simple et fort. McDonald's savait. L'entreprise était tout courant de ce type de canular. Il y avait eu plus de 30 incidents similaires dans leur restaurant, rien que dans les 2 années précédant l'affaire de Louise. Plus de 30? Oui. Donc, McDonald's aurait dû, selon l'accusation, avertir et surtout former ses managers et ses employés pour prévenir ce genre de drame, ce qu'ils n'avaient pas fait. Et la défense de McDonald's? Assez terrible. Elle a consisté à rejeter la faute sur la stupidité des employés impliqués et même en partie sur Louise elle-même. Ah oui, quand même. Mais en 2007, le jury civil a tranché. Il a jugé McDonald's responsable à 50%, l'autre moitié étant attribuée à Laplan, même s'il n'a pas été condamné pour ne pas avoir protégé ses employés alors qu'il connaissait le risque. Et Louise a obtenu des dédommagements? Oui, 6,1 millions de beurre. C'est moins que ce qu'elle demandait, mais c'est une reconnaissance très importante du manquement de l'entreprise. Donna Summers, elle aussi, a poursuivi McDonald's et a obtenu des dommages et intérêts. Cette affaire soulève tellement de questions. Au-delà du drame personnel, absolument terrible pour Louise, qu'est-ce que ça nous apprend sur nous-mêmes, sur la société? Ça nous renvoie directement à des expériences de psychologie sociale assez célèbres, comme l'expérience de Stanford menée par Philippe Zimbardo sur la prison. Ah oui, celle où des étudiants jouant les rôles de gardiens et de prisonniers avaient très vite adopté des comportements extrêmes. Exactement. Elle montrait justement comment des rôles de pouvoir et de soumission peuvent transformer des gens ordinaires. D'ailleurs, Zimbardo lui-même a été consulté sur ces affaires de canular dans les fast-foods. Et qu'en a-t-il dit? Il pense que Laplan, quel qu'il soit, connaissait probablement très bien ces mécanismes psychologiques, l'obéissance à l'autorité, la manipulation, et qu'il les exploitait en toute connaissance de cause. Le fait que Stewart, le suspect acquitté, soit agent pénitentiaire pourrait aller dans ce sens, non? Même si ça reste spéculatif. Oui, ça pourrait renforcer cette idée, même si on ne peut pas l'affirmer. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on parle bien de notre tendance presque innée à obéir à une figure d'autorité perçue, même quand les ordres sont aberrants, illogiques, voire immoraux. La pression de la situation, la peur des conséquences, le titre ou l'uniforme supposé de Laplan, tout ça peut court-circuiter notre jugement. C'est ça. Et ajoutez-y ce mécanisme de dilution de la responsabilité dont on parlait, le fameux « je ne faisais qu'obéir aux ordres », et vous avez, hélas, la recette parfaite pour ce type de dérapage. C'est un rappel brutal que l'autorité affichée ne garantit ni la légitimité ni la moralité des ordres.
La source qu'on a utilisée pour préparer cette discussion insiste beaucoup sur l'importance d'écouter son instinct critique. Cette petite voix intérieure qui nous dit que quelque chose ne va pas, que ça cloche. Absolument. Jason et Thomas Sims, eux, l'ont écouté cette voix. Tout à fait. C'est cette vigilance critique, cette capacité à oser questionner l'autorité, surtout quand elle demande des choses inhabituelles ou dégradantes, qui a manqué cruellement à Summers et à Nix. Mais c'est aussi elle qui a finalement mis fin au calvaire grâce à l'intervention de Sims. C'est une compétence essentielle, en fait. Face aux manipulations, qu'elles soient aussi extrêmes que dans ce cas, ou beaucoup plus subtiles dans notre vie quotidienne ou professionnelle. Exactement. Pour résumer, donc, une histoire absolument terrible de manipulation, d'abus, rendue possible par une cascade d'obéissance aveugle face à une fausse autorité, et aggravée, il faut le dire, par une faille de vigilance de la part d'une grande entreprise qui savait, mais n'a pas agi à temps. Oui, l'acquittement de Stewart laisse planer un doute sur l'identité réelle de l'appelant, c'est vrai, mais l'affaire reste une illustration vraiment frappante de notre vulnérabilité psychologique face à l'autorité perçue. Et ça souligne l'importance cruciale de garder son esprit critique en éveil. Et ça nous laisse peut-être avec une dernière question, une question pour la route, comme on dit. Jusqu'où les hiérarchies au travail, la peur de déplaire, la peur d'être sanctionné, peuvent-elles nous pousser à nous taire, voire à participer activement à des actes que notre conscience réprouve ? C'est une question fondamentale. Et comment on peut renforcer nos défenses, à la fois individuelles et collectives, contre ces abus de pouvoir et ces abus de confiance ? Vaste question. Merci beaucoup d'avoir exploré cette affaire complexe et très dérangeante avec nous. Merci à vous. À bientôt pour une nouvelle analyse.